Voyage sur la Lima et au pays des pêcheurs. Un reportage de MN Télévision et le journal Terre Africaine. Congolais et beaucoup des peuples de la forêt équatoriale consomment en grande partie de la viande de la forêt ou les animaux de cette forêt. Mais ce que beaucoup ignorent encore est que ce même peuple, ceux qui sont sur la côte et à l'intérieur, avec un grand nombre de fleuves et des rivières, sont des grands consommateurs du poisson. En dehors de la ville de Pointe-Noire, l'autre localité où la pêche est beaucoup pratiquée, c'est dans la région de la Cuvette, précisément à Mosaka et aussi à Liranga. Peut-être il y a d'autres localités, mais moins connues. La pêche pratiquée à Mosaka et ses environs est la pêche artisanale. La majorité des mallettes de poissons fumés vendus à Pointe-Noire et à Brazzaville viennent soit de Mosaka ou de Liranga. Nous allons entreprendre un voyage sur la Lima qui est longue de 520 km et qui prend sa source dans la Lekiti. Notre destination ultime, c'est Mosaka. La Lima, ce fleuve magnifique, douce et sombre et qui se jette dans le grand fleuve Congo, a été découvert où le premier navigateur extra-congolais ou extra-africain a navigué de sa source jusqu'au fleuve Congo où elle se jette, se nomme Pierre Sarvagnon de Brazza. De Brazza est une figure controversée et vient d'une famille des explorateurs qui ont fait leur nom en Afrique, en particulier au Congo et au Gabon. Le moins connu des de Brazza s'appelle Jacques de Brazza, qui avait lui aussi navigué du fleuve Likona jusqu'à dans le fleuve Likwala-Mosaka. Et le fleuve Likwala-Mosaka se jette aussi dans le grand fleuve Congo. De Brazzaville, la capitale du Congo, et qui est aussi l'épicentre de la consommation du poisson, nous avions parcouru 350 km sur la route nationale numéro 2 en plein chantier. Notre première étape, Oyo, capitale du district du même nom. Ce dimanche, le port secondaire de la ville d'Oyo est plein. On trouve tout, des animaux domestiques et sauvages, même ceux qui sont censés être protégés, comme ces tortues, crocodiles, singes, antilopes et d'autres, même des serpents, tués et conservés. L'intérieur du port secondaire montre une activité économique informelle importante.
mais elle démontre aussi que notre faune et notre flore ne sont pas suffisamment protégés par les organismes étatiques qui sont censés le faire. Sinon, comment comprendre ou expliquer que les espèces protégées, car en voie de disparition, comme des tortues, crocodiles, singes et antilopes, sont vendues sans inquiétude, mais notre reportage n'est pas sur le braconnage ou la destruction des animaux et des espèces en voie de disparition. Nous nous intéressons aux poissons. Le commerce du poisson se porte bien et très bien, car les vendeurs et les vendeuses les achètent, négocient et discutent dans une belle ambiance. À l'extérieur, l'ambiance est la même. Des camions venant de Brazzaville chargent leurs précieux cargaisons. Des pousse-pousseurs chargés à bloc avec des bidons jaunes de 25 litres s'affairent aussi dans une atmosphère de chaos. Les uns s'accostent et déchargent leurs marchandises. Ici, les bidons de 25 litres sont précieux. Et comme dans tous les ports, en particulier celle de Oyo, aucun centimètre est laissé inoccupé. Pour aller à Mosaka, il n'y a pas de route. La seule voie est maritime. Ce port secondaire d'Oyo, qui est peuplé et plein de bruit des commerçants, est aussi la genèse de la ville d'Oyo qui s'est aujourd'hui modernisée. D'Oyo à Mosaka, il est difficile de dire avec exactitude la durée du trajet. Pour les connaisseurs, la durée dépend du moteur ou de la puissance des moteurs des pirogues empruntées. Autre information récupérée mais non vérifiée, car nos sources sur ces trajets ne sont pas toujours fiables, est que d'Oyo à Mosaka, c'est une distance de 225 km. D'autres disent 200 km. On nous a aussi dit, pour allier Oyo à Mosaka, il faut entre 3 et 6 heures. Nous avions quitté le port d'Oyo, laissant derrière nous les bruits et aussi le magnifique et imposant hôtel Alima Palace. Dans notre pirogue, dirigé par Charles Obami, un pinassier qui connaît bien le trajet et le fleuve. En 1 heure, nous avions traversé les passages attirants et verdoyants dans une pirogue sur un fleuve Alima qui serpente doucement mais sûrement une partie de la majestueuse et imposante forêt équatoriale. Avant le coucher du soleil, nous avions traversé le village de Chikapika. À Chikapika, le moderne côtoie l'ancien, comme richesse et pauvreté. L'autre village au bord de la Lima, c'est Tongo. 2 particularités. Son CG Mariangwabi, perdu dans l'épaisse broussaille, et les antennes de réception des compagnies de téléphonie mobile. La modernité ici et la haute technologie touchent même les coins les plus reculés de la République. 2 heures ou moins plus, nous avions laissé le fleuve Alima pour emprunter un canal que le pinassier nous a dit ou informé que c'est un raccourci pour arriver sur le grand fleuve Congo. Et selon notre pinassier, ce canal qui n'a pas de nom et que notre caméraman Tony Akoli a surnommé Canal Denis Sassou Nguesso est longue de 30 km. Là aussi, on ne sait pas si c'est vrai la distance de ce canal entre le fleuve Alima et le grand fleuve Congo. 2 ou 1 heure de navigation nocturne nous est amené sur le grand fleuve Congo. Nous nous sommes exclamés comme Jacques Savagnon de Brazza quand il avait découvert la fin du fleuve
Likwala Mosaka, qui se jetait dans l'immense fleuve Congo. Nous avions exclamé qu'elle est grande, elle est comme une mer. Le plus grand village avant Mosaka, c'est le village Ndeko. D'Oyo à Mosaka, nous avions couvert ou parcouru avec notre pirogue qui avait 2 moteurs de 50 chevaux et naviguait à une vitesse de 15 à 20 km par heure. Donc en tout, nous avions fait 6 heures. Le fleuve Alima que nous avions laissé derrière nous est un fleuve chargé d'histoire. C'est aussi le symbole de la résistance des Congolais à la pénétration européenne. L'histoire du fleuve Alima démontre et démonte la théorie de ceux qui disent que Pierre Sarvagnon de Brazza était un explorateur bon. Et ceux qui le défendent ajoutent toujours qu'il était gentil avec les Africains et les Congolais. Mais sa bataille farouche avec les natifs du bord de la Lima en juin 1878, plus précisément avec les guerriers Amfuru, démontre qu'il n'y a pas de bons colonisateurs. Un colon, c'est un colon. Mosaka est une île, d'autres la nomment le Venise du Congo. Mosaka, qui est en quelque sorte le Jérusalem de la pêche artisanale, est un peu en perte de vitesse. Aujourd'hui, ce qui reste n'est qu'une réputation, car situé au confluent des fleuves Ubangi, la Likwala Mosaka, la Sanga, la Likwala aux herbes, la Ndeko et aussi le grand fleuve Congo, fait de cette localité le Jérusalem et garde sa réputation du pays de la pêche. Mosaka, avec ses 25 km² de superficie, a une histoire aussi chargée que celle du fleuve Alima. Le gouverneur général de l'époque, Henri Martial Merlin, découvrant que les Allemands, qui étaient déjà au Cameroun, portaient un intérêt croissant sur le delta de la Sanga, avait décidé le 24 décembre 1912, c'est-à-dire à la veille de Noël, de nommer un chef de poste à Mosaka. Donc, le premier administrateur de Mosaka s'appelait René Ernest Colombet. Monsieur Colombet prend officiellement ses fonctions le 12 janvier 1913, mais le poste sera créé officiellement le 21 mars 1913. Le district de Mosaka est un district centenaire et plein d'histoire. Mosaka est une île et un district qui se transforme avec ses nouveaux édifices, mais elle conserve toujours des vestiges pleins d'histoire comme ce baobab plus que centenaire qui était aussi, selon les spécialistes, là où les rites traditionnels qui ont montré et démontré leur succès se négocient. C'est même pourquoi elle a été épargnée quand les routes et la ville avaient été tracées. Sur la place que tient ce baobab dans l'histoire socio-culturelle et même politique de Mosaka, nous avions sollicité les éclaircissements d'un historien, Patrice Mokoko. Ce n'est pas un arbre comme tout autre. C'est un symbole de Mosaka. C'est la mémoire de Mosaka. C'est un totem, arbre totem. On pouvait communiquer avec les esprits à partir de cet arbre. Si la pêche est fructueuse, cet arbre nous dicte ce qu'il faut faire.
Si la pêche n'est pas fructueuse, la saison n'est pas bonne, à partir de ce que les ancêtres viendront faire au pied de cet arbre, ça va tout trahir. Pendant le centenaire, nous étions obligés, parce qu'il pleuvait tous les jours et tous les jours. Et nous organisons un centenaire dans la pluie, mais les invités, les gens de Trouy, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et l'honorable Léon Raphaël Mokoko à l'époque, aujourd'hui ministre du plan et de l'intégration, a eu l'initiative d'inviter tous les sages, tous les anciens du village dans sa résidence et leur dire attention, nous aurons des invités, des étrangers qui vont venir. Nous voulons la paix, que rien ne puisse arriver à ceux qui viendront là. Il n'y avait pas assez de poissons, mais nous voulons qu'il y ait de poissons en abondance et qu'il ne pleuve pas. Et ces gens-là ont dit au ministre, monsieur le ministre, nous vous garantissons, durant 2 ou 3 jours, ce jour-là, quand la fête va commencer, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de soleil et il y aura du poisson en abondance. Et ils sont venus implorer les mannes au pied de cet arbre. Et cet arbre fétiche, cet arbre symbolique qui représente toute la mémoire de l'histoire de Moussaka. Et nous sommes en train de bâtir une stèle, un monument, genre l'obélisque, vous voyez que le rond-point de Mongali là, ce sera à peu près à cette image-là. Et au pied de ce monument, au pied de cette stèle, nous allons écrire l'histoire de Moussaka. Monsieur Mokoko nous a donné les informations précises qui nous échappaient et aussi qui échappent à quelques natifs de Moussaka, sauf ceux qui sont des initiés de la localité. Mais pour les informations administratives, notre interlocuteur, le premier que nous avions contacté, était le sous-préfet du district de Moussaka. La population de Moussaka a comme activité principale, c'est la pêche. Donc, ils vivent que de la pêche. Vous voyez que, surtout pendant cette période de juillet jusqu'à maintenant, c'est difficile pour trouver la population sur place. Donc, ils sont dans les campements. Sur cet aspect du pétrole qui sera d'ici peu ici-là, bon, on a pris un peu de dispositions transitoires, comme je vous ai parlé des cases flottantes, qui seront, qu'on a déjà implantées un peu partout dans Moussaka, comme à Bukoso, comme ici même à Moussaka, comme à Likenze, comme à Bonga. Donc ces cases flottantes sont déjà là, on a pris un peu de dispositions. Mais ces dispositions ne sont pas encore suffisantes. Donc là, on tend un peu la main vers nos d'autres coopérants qui peuvent nous aider au moins pour cette pêche. Et puis aussi, avec l'expérience de ce qui se passe en mer aussi, si on peut aussi avoir nos amis de Pointe-Noire, de l'autre là, puis on compte sur nos autorités politiques et puis politiques surtout, pour avoir un peu l'expérience des autres qui avaient déjà problème de pétrole. Le sous-préfet est le représentant de l'État, mais le maire, lui aussi, l'auxiliaire de l'administration, a une différence, donc le plus proche de la réalité des citoyens. Pour le maire de Moussaka, beaucoup a été fait, mais il reste encore bien trop de choses à réaliser dans la ville. Le maire attend la connexion de Moussaka au réseau national d'électricité et bien d'autres projets. Aujourd'hui, Moussaka se porte assez bien. Assez bien dans ce sens que il y a encore pas mal de choses à faire, mais aujourd'hui, l'essentiel a été fait. Première chose, c'est, vous constatez vous-même qu'il y a eu pas mal d'infrastructures qui ont été construites dans cette ville, notamment l'hôtel de ville, l'hôtel de la sous-préfecture, le logement du maire où nous nous retrouvons, la protection des berges pour faire que le sable qui est mis dans la ville ne retourne pas dans l'eau. Et ensuite le remblaiement. Ça a été
une opération lourde pour le gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, mais nous attendons la deuxième phase, ce que nous appelons Moussaka 2. Et vous verrez par vous-même, c'est en aval de la zone existante, là où nous sommes, et il y a un pont qui se construit et une opération de dragage, de remblaiement qui est en train de se faire également dans la partie sud de la ville actuelle. Et c'est ça Moussaka 2, où il y aura vraiment tout ce plan d'urbanisme à mettre en place. Et nous avons reçu récemment une mission qui est venue justement pour essayer de délimiter cette zone qui sera la partie moderne de la ville, avec l'institut de pêche, avec des logements sociaux, avec de grands postes de transformation de l'électricité venant d'Oyo. C'est la centrale hydroélectrique d'Imboulou qui va nous donner de l'électricité, et ce projet a commencé par le tracé de la ligne. Et donc cette partie-là va accueillir pas mal d'infrastructures modernes. Moussaka vit essentiellement de la pêche, mais c'est un secteur en danger. Le déclin de l'industrie ici a plusieurs raisons, et la peur que les responsables ont ici, c'est l'arrivée de l'industrie pétrolière. Les explorations de l'or noir ont commencé déjà dans la localité, et ils craignent la pollution des eaux, comme dans le delta du Niger, au Nigeria. Sur l'état de l'industrie de la pêche à Moussaka et sur le plan de l'État pour la relancer, nous avions contacté le responsable du ministère de la pêche dans le district. Bon, les difficultés sont beaucoup énormes. D'abord, il y a d'abord le problème de l'administration. L'administration de pêche, il n'y a pas trop d'argent. Et puis aussi la difficulté, c'est au niveau de la production. Le poisson il devient rare. Tout simplement, c'est à cause des conditions climatiques. Il y a l'ensablement et tout. Et puis aussi des mauvaises pratiques de pêche. Parce que nous avions, par nos amis en face, c'est-à-dire la RDC, qui font des pratiques pas correctes. En tout cas, ils sont en train de dévaster toute la zone avec des méthodes qui tuent. Et puis, c'est maintenant que le poisson devient rare, très rare dans cette zone. Il y a un arrêté sur la pêche continentale qui prévoit un peu ces méthodes de pêche, qui est interdit. Mais c'est que les méthodes de contrôle sont difficiles. Parce que nous avons toute cette zone à contrôler. Vous avez Moussaka, le Kolela, et jusqu'à monter jusqu'à Toku. C'est vraiment difficile, sauf qu'on a assez peu d'arrêtés, par exemple, avec les autorités qui nous aident aussi à annuler un peu ces genres d'activités de pêche qui sont très nuisibles. Mais les autorités, par exemple le chef du district de Lukolela, le chef du district de Moussaka, nous aident par certaines circulaires au chef de village pour comme contrecarrer ces actions difficiles, mais très difficiles pour nous parce qu'on ne peut pas passer, les moyens de contrôle sont difficiles parce qu'il y a une grande zone de contrôle. La pêche ne se fait plus au centre du district. Les centres des pêcheurs se trouvent dans les îlots qui encerclent la Grande Terre. Nous sommes allés à l'île Nyombela. Nyombela s'appelle ici à présent île Benghazi. Pour quelle raison que les habitants qui la peuplent ont décidé de renommer Nyombela en Benghazi, nous ne savons pas. Mais ici, il n'y avait ni des poissons, ni des sèches à poissons. De l'île de Benghazi, nous nous sommes dirigés vers une autre île. Ici, nous avons vu un sèche à poissons, mais sur les étals, il y avait moins de poissons. Ici, nous avions compris que la saison n'était pas bonne et aussi les méthodes utilisées pour la pêche ne sont pas toujours respectueuses des normes. Quand il a donné le 3, ça c'est vraiment la norme. C'est-à-dire que nous, on s'arrête à 2,5. Dépasser 2,1, c'est interdit. J'ai même l'arrêté avec moi ici. Et donc, on interdit les filets jusqu'à 1
un endémique qui est que la taille même du doigt, c'est pas normal. Généralement, ça détruit le poisson. Mais jusqu'à 3, 4, 5, c'est normal. Mosaka, malgré sa baisse en production de poissons, reste la capitale incontestée de la pêche artisanale au Congo. Son statut va changer avec les différents plans d'urbanisation et de modernisation que va entreprendre l'État. Une nouvelle Mosaka serait construite. Elle serait moderne et va respecter les lois de l'urbanisation. Ce pont en construction en est un témoin. En dehors de Mosaka 2, le gouvernement envisage de construire un centre de formation de la pêche continentale dans ce district de la Cuvette.